Bon, j'ai un problème. En fait, j'en ai plusieurs, mais on va se pencher sur un en particulier. Si vous êtes comme moi en quête de grandes émotions dans les œuvres de fiction, vous vous êtes peut-être déjà demandé pourquoi la majorité des gens semblaient aimer quelque chose qui vous laissait froid ou vous déplaisait fortement. Donc je vais essayer de comprendre pourquoi certains films, certains livres, certaines chansons qui me donnent envie de m'arracher les yeux connaissent un tel succès à travers le monde. Et on va commencer avec une œuvre qui me pose un énorme problème, parce qu'elle prétend donner suite à un univers que je connais bien et que j'aime de tout mon cœur. D'abord, qu'est-ce que j'en pense en tant que suite? Au fait, spoiler, évidemment. On commence en reprenant la scène de l'épilogue du tome 7 sur la voie 9/3. Albus, le fils de Harry, devient ami avec Scorpius, le fils de Drago Malfoy. Mais Rose, sa cousine, fille de Ron et Hermione, le prévient qu'une rumeur court sur lui. Il paraît qu'il est le fils caché de Voldemort. Dans un enchaînement de scènes qui montrent leurs 4 premières années à Serpentard, on découvre qu'Albus ne se sent pas chez lui à l'école de sorcellerie. Un peu plus tard, Albus entend Amos Diggory, le père de Cédric Diggory, reprocher à Harry de ne pas l'avoir sauvé lorsqu'ils se sont retrouvés face à Voldemort. Il lui demande donc de remonter dans le temps grâce au retourneur de temps que possède le ministère, un retourneur de temps spécial qui permet de voyager sur plusieurs années et non pas seulement sur quelques heures. Harry, bien entendu, refuse. Mais Albus, qui est décidément un sacré petit futé, se dit que son père est un salaud de ne pas bouleverser le continuum espace-temps pour aller sauver le pauvre Cédric, qu'il aurait déjà dû être capable de sauver à 14 ans face à une horde de mange-morts et Voldemort ressuscité. C'est vrai quoi, Harry, tu fais aucun effort. Donc, son idée la plus logique, c'est d'aller au ministère dérober le retourneur de temps dans le bureau d'Hermione en prenant l'apparence de Ron grâce au polynectar, pendant que Scorpius prend l'apparence de Harry et Delphini. Qui est Delphini? Un mystérieux personnage qui prétend être la nièce et infirmière d'Amos Diggory et qui suit les deux amis sans trop de raison. Je me demande si elle est importante dans l'histoire. Après, on a droit au délire habituel des voyages temporels. Comme on s'y attendait, Albus et Scorpius créent des univers parallèles, un dans lequel Ron et Hermione ne sont pas mariés, un autre où Albus ne naît pas, parce que Harry a perdu face à Voldemort qui a étendu son régime de terreur à travers le monde. Et enfin, après que Scorpius ait à peu près tout remis en place, on découvre, attention, énorme surprise, que Delphini était depuis le début l'enfant de Voldemort. Son but, le faire revenir grâce au retourneur de temps. Péripéties, discussions vides d'intérêt entre les adultes, messages des enfants envoyés à travers le temps, confrontation, bref, ils battent la méchante, Voldemort ne revient pas, Albus et Scorpius sont trop copains, Harry et son fils sont en voie de réconciliation, bla 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 bla, tout finit bien. Je l'avoue, pendant les premières pages, mon petit cœur de fan a eu quelques frémissements. Parce qu'en fait, tout au long de l'histoire, on a droit à pas mal de choses intéressantes. D'abord, l'amitié entre Albus et Scorpius. Leurs dialogues et leurs relations sont très réussis, peut-être les plus réussis de la pièce. Ça vient peut-être du fait qu'on ne les connaissait pas avant, ce qui a permis aux auteurs de les développer avec plus de liberté et de naturel. Ensuite, il y a la relation entre Harry et Albus qui aurait clairement dû être bien plus centrale. On ressent très bien le poids de l'héritage de Harry sur les épaules de son fils, qui ne parvient pas à reproduire ses exploits ni en Quidditch ni en duel magique. Et Harry, qui voyait dans l'école son seul foyer, ne comprend pas pourquoi son fils se sent si seul et exclu. La relation entre Scorpius et Drago, son père, est aussi très touchante. Drago, veuf qui ne sait pas très bien montrer ses sentiments à son fils à cause de l'éducation de Lucius qui pèse toujours sur lui, et Scorpius qui comprend le déchirement intérieur de son père et qui est vraiment adorable avec lui. Enfin, la relation entre Harry et Drago. On assiste à un glissement intéressant et presque bien géré vers une compréhension mutuelle. Et Drago, bien qu'il soit prisonnier d'une histoire bancale, sait toujours envoyer des répliques bien cinglantes, absolument délicieuses. Bon, mais alors vous allez me dire, c'est quoi ton fichu problème si au final c'est pas si terrible que ça? Si, c'est terrible. À commencer par toute cette histoire d'enfant maudit, héritier de Voldemort. Franchement, on s'en fout. On s'en fout complètement. Ça ne crée aucun enjeu, aucune tension. Ensuite, il n'y a rien de neuf. Aucun nouvel environnement, pas de nouvelles menaces, pas de nouveaux sortilèges ou objets magiques. Et les caractères des personnages sont complètement détournés et pas du tout respectés.
Harry est pathétique et bipolaire. Drago chougne, Ron est un bouffon inutile, Ginny est transparente, Hermione est carriériste et détestable. Et le principe de retour dans le temps en lui-même est toujours foireux, vu et revu, en plus d'être le prétexte à une nostalgie dégueulasse qui permet de réécrire en moins bien des scènes qu'on a déjà vues. Bon, qu'est-ce que j'en pense maintenant en tant que pièce ? Avant toute chose, savez-vous ce qu'est une didascalie au théâtre ? C'est une indication de jeu, de mise en scène, de scénographie à destination des acteurs et du metteur en scène. Retenez bien ce point-là. Et qui est souvent écrit en italique entre les dialogues. Voici donc, par exemple, la didascalie d'ouverture de Harry Potter et l'enfant maudit. La gare est bondée et plongée dans une grande agitation. L'endroit déborde d'une foule de gens qui essayent tous d'aller quelque part. Au milieu de ce tohu-bohu bouillonnant et tourbillonnant, 2 grandes cages brinque-balles sur des chariots surchargés de bagages poussés par 2 jeunes garçons, James Potter et Albus Potter. Ils sont suivis de leur mère, Ginny. Un homme de 37 ans, Harry, porte sa fille, Lily, sur ses épaules. À titre de comparaison, la didascalie d'ouverture de Roméo et Juliette de William Shakespeare. Eh oui, ça rigole pas. Vérone, une place publique. Entre Samson et Grégoire armés d'épées et de boucliers. Vous sentez la différence ? Il en existe bien sûr de toutes sortes et souvent bien plus fournies, comme dans Cyrano de Bergerac de Rostand qui décrit un environnement détaillé mais dans l'espace du théâtre et sans fioritures, ce qui sert plus aux metteurs en scène et aux scénographes. Ou encore dans Beckett qui va jusqu'à décrire précisément les déplacements de ses personnages. Mais le point le plus important, c'est qu'une vraie didascalie ne doit jamais empiéter sur la vision du metteur en scène ou celle des acteurs, qui, après avoir lu la pièce, devront pouvoir l'interpréter sans se laisser parasiter par la vision de l'auteur, qui souvent n'est pas là pendant les répétitions, à plus forte raison si c'est Shakespeare. Et surtout, une didascalie n'est presque jamais destinée au simple lecteur. Contrairement à celle de Harry Potter et l'enfant maudit. Pourquoi ? Parce que les auteurs savaient très bien qu'une grosse partie des fans ne pourraient pas se payer le déplacement jusqu'à Londres et la place de théâtre, et donc qu'ils ne pourraient lire que la pièce. Du coup, ils se sont dit que ce serait sympa d'étoffer un peu les didascalies, histoire que les fans puissent se projeter dans l'ambiance, d'où le tohu-bohu bouillonnant et tourbillonnant et les cages qui brinque-ballent sur des chariots surchargés de bagages. En fait, on dirait qu'ils n'ont pas vraiment choisi entre écrire un roman ou une pièce. Et en fait, j'ai pas grand-chose contre ça. Lire une pièce, c'est pas toujours facile ni agréable si on n'est pas habitué, donc pourquoi pas. Non, moi ce qui me gêne vraiment, c'est plutôt ce genre de didascalie. Drago s'avance sur l'estrade aux côtés de Ginny. C'est un instant presque digne de la révolution de Spartacus. Ouais, si tu veux créer des ambiances épiques et faire des descriptions grandiloquentes, fais-le. Là, c'est juste de la flemme. Ou encore... Il bavarde et palabre comme seuls savent le faire d'authentiques sorciers et sorcières. Il bavarde et palabre, c'est bon ça. Il bavarde comme d'authentiques sorciers et sorcières. Voilà, ils ont qu'à l'imaginer comme des grands. Je ne vais pas faire tout le boulot non plus. L'autre raison pour laquelle la lecture d'une pièce est fastidieuse, c'est parce que les dialogues ne donnent pas toutes les informations. Les silences et les blancs entre les dialogues sont presque aussi importants que les répliques des personnages, ce qui permet aux acteurs de jouer ce qui n'est pas dit, de montrer sur scène ce qui n'est pas écrit dans le texte. Mais, à nouveau, les auteurs savaient très bien que tout le monde ne verrait pas la pièce, et il fallait donc que les lecteurs puissent lire ce qu'ils ne verraient pas sur scène, ce qui donne ce genre de dialogue. Comme vous pouvez le voir, vous allez assister dans cette séquence à des tentatives de cosplay très aléatoires et pas très fructueuses de Drago, Harry et Ginny qui sont présents dans cette scène. Voilà, toutes mes excuses, j'ai fait ce que j'ai pu. Moi non plus, je n'arrive plus à lui parler, à Scorpius, surtout depuis que Astoria n'est plus là. Je ne peux même pas évoquer ce qu'il a ressenti en perdant sa mère. J'ai beau essayer, je n'arrive pas à établir le contact avec lui. Tu ne peux pas parler à Albus, ni moi à Scorpius, c'est ça l'essentiel. Et non pas la prétendue malfaisance de mon fils. Tu es peut-être prêt à croire un centaure prétentieux, mais tu connais le pouvoir de l'amitié. Oui, les didascalies ont le droit de se moquer des dialogues. Drago, quoi que tu penses, je t'ai toujours envié leur amitié à ces deux-là, Granger et Weasley. Moi j'avais Crabbe et Goyle, 2 abrutis incapables de savoir dans quel sens on prend un balai. Mais vous 3, vous étiez resplendissants, tu sais. On voyait que vous vous aimiez vraiment.
vous vous amusiez. Ce que j'étais envié plus que tout, ce sont ces amitiés-là. Moi aussi, je les ai enviées. Harry regarde Ginny d'un air surpris. Oh, il nous confie les tourments de son petit cœur brisé. Et là, vous allez dire que je suis snob et insensible, mais je suis désolée, ce n'est pas un texte théâtral. Drago n'est pas censé nous livrer si littéralement, si directement tout ce qu'il ressent. D'abord parce que le Drago Malfoy qu'on connaît ne se serait jamais confié à Harry de cette façon, même à 40 ans. Et ensuite parce que l'acteur qui joue Drago n'a plus aucune matière à interpréter. Voilà comment j'aurais personnellement réécrit cette scène pour laisser plus de place au jeu de l'acteur. Moi non plus, je n'arrive plus à lui parler, à Scorpius. Surtout depuis que Astoria n'est plus là. Drago, quoi que tu penses, toi tu avais ces deux-là, Granger et Weasley. Moi j'avais Crabbe et Goyle. Deux abrutis incapables de savoir dans quel sens on prend un balai. Mais vous trois. Ginny touche l'épaule de Drago dans un geste de réconfort. Harry regarde Ginny d'un air surpris. Si on dispose de 3 comédiens talentueux, ce que visiblement je n'ai pas sous la main, on comprend tous les enjeux de cette scène. Le fait que Drago perd le contact avec son fils depuis la mort de sa femme, le fait qu'il ait envié l'amitié entre Harry, Ron et Hermione sans qu'il ait besoin de le formuler, tout comme Ginny qui n'a pas besoin de parler grâce à un rapprochement vers Drago et un jeu de regard avec Harry. Mais à la lecture seule, c'est peut-être plus compliqué de se le figurer. Le texte, de la façon dont je l'ai coupé, peut paraître plus pauvre, plus avare en sentiments, moins poignant. Mais, comme l'a dit l'un de mes professeurs de théâtre très avisé il y a longtemps, on s'en fout du texte. L'important, c'est ce qui se passe sur scène, entre les acteurs. C'est quoi mon problème avec Harry Potter et l'enfant maudit ? Mon problème, c'est que ça échoue, à mes yeux, à être à la fois une suite inventive qui apporte quelque chose à l'univers, tout en échouant à être une belle pièce bien écrite, aussi agréable à lire qu'à jouer. Ou pour être plus précise, ça échoue à être un bon texte théâtral. Impossible de juger la pièce que je n'ai jamais eu l'occasion de voir comme l'avaient prévu ses auteurs. C'est donc là que je vais être obligée d'avouer que j'aurais sans doute adoré le spectacle. C'est sûr que Harry Potter au théâtre doit être inventif, innovant, spectaculaire, enchanteur, surtout avec tous les moyens dont disposait la production. Du coup, j'ai envie de leur dire merci. Merci d'avoir mis en scène une pièce où des sorciers font voler des livres et disparaissent dans des cheminées. Merci d'avoir donné des moyens sérieux et un traitement tout aussi sérieux à une pièce qui, en temps normal, n'aurait été qu'une fable médiocre pour les enfants. Merci d'avoir fait vibrer les planches d'un théâtre d'une magie réservée d'ordinaire au plateau de cinéma. Et merci d'avoir détrompé une autre de mes professeurs de théâtre, bien moins avisée, bien plus incompétente, qui a osé dire un jour « Adapter Harry Potter au théâtre ?» Franchement, je pense que c'est impossible. Mais d'autres ont créé cette magie avant vous et en bien mieux. Oui, bon, je triche. Ça, c'est pas une suite, c'est l'adaptation en pièce de théâtre des 3 tomes de À la croisée des mondes de Philippe Pullman. Mais on y trouve des moments ajoutés au texte de base qui se passent après la fin des romans et qui ne souffrent pas du tout, comme dans Harry Potter et l'enfant maudit, de moments non théâtraux. Mais pour en revenir à l'enfant maudit, mon vrai problème, c'est que c'est une œuvre Harry Potter. Et justement parce qu'il s'agissait d'une œuvre Harry Potter, les auteurs auraient eu toute la liberté de proposer quelque chose de nouveau, de percutant, de bouleversant. Ils se sont contentés d'une fanfiction passable qui n'est pas à la hauteur de l'œuvre d'origine. Et encore, j'ai lu des fanfictions mieux écrites, qui respectent mieux le caractère des personnages et qui ne coûtent pas 90 livres la place. Petit bonus. Ce qui me pose problème, c'est que Harry Potter était écrit en grand sur la couverture du livre et le fronton du théâtre et que c'est en partie pour ça que ça a marché. Soyons honnêtes, nous sommes de la Potter génération, nous sommes légion et nous avons tous un petit peu envie de retourner à Poudlard. Et c'est vraiment dégueulasse de profiter de cette faiblesse-là. Pour conclure, j'aimerais citer Scorpius Malfoy qui a décidément bien mieux compris l'histoire que ses auteurs. Remonter dans le temps doit appartenir au passé. Merci à tous ou à toi, seul et unique spectateur, de m'avoir écouté déblatérer tout au long de cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce qui vous a plu ou déplu, touché ou non dans Harry Potter et l'enfant maudit. Je suis très curieuse d'avoir vos avis ou ton avis, seul et unique spectateur. À la prochaine!